Bon, merci pour cette invitation, merci à l'IRI, merci d'exister, parce que avec Franck, moi j'ai connu l'IRI indirectement parce que j'ai eu Franck comme directeur du groupe de recherche. Donc j'avais une sorte de résonance de l'IRI dans Franck à Bordeaux. Donc on a beaucoup travaillé avec l'équipe E3D sur ces questions d'outillage intellectif, d'interprétation assistée algorithmiquement. Donc, je vais essayer de présenter rapidement à la fois moi, et puis sans m'étaler dans une sorte d'indécence égotique, et en même temps où j'en suis aujourd'hui et ce qui résonne avec l'hyperinterprétation. Qu'est-ce qui résonne avec l'hyperinterprétation? Et je vais essayer d'apporter, évidemment, ce genre d'intervention, il ne faut jamais la faire en plein buzzword. On est en plein buzzword sur les GPT et les LLM et sur l'IA. Et donc, normalement, s'il y a bien une prudence qu'il faut avoir, c'est se taire et attendre quelques années que plus personne n'en parle. Et moi, je suis complètement fou, heureusement. Donc, je vais plonger en plein buzzword. Et en plus, dans cette communauté, je suis carrément un étranger, voire même l'avocat du diable, parce que j'ai une vraie passion pour ces LLM et une vraie interaction avec. Donc, évidemment, heureusement que je vais fuir juste après, parce que je suis complètement fou d'intervenir dans cette communauté si soudée et qui a, en plus, pendant 2 jours, s'est renforcée et soudée. Donc, aujourd'hui, j'attaque une tortue romaine. Donc, grosse vieille bataille chez moi. Moi, mon obsession depuis, je pense depuis tout petit, hein, mais depuis que je fais mes études, c'est l'idée de comment l'ordre plutôt que le chaos, hein, comment il y a une société et comment cette société peut disparaître dans un chaos total, guerre civile, etc. Et comment elle se reconstitue en tant qu'ordre. Donc, je suis plutôt un politiste et plutôt un sociologue. Et j'ai plutôt normalement une démarche de travail quantitatif. Et je m'intéresse plutôt aux pratiques humaines. Étant entendu que maintenant je suis en infocom et que je considère que la communication, c'est une pratique humaine, hein, au même titre que jouer au golf, et qu'il y a par contre une dimension supplémentaire dans cette pratique. Mais moi, je travaille principalement la pratique avant de rentrer dans l'herméneutique et l'interprétation du contenu. C'est-à-dire que c'est une prudence que j'ai. Moi, je travaille toujours sur la pratique communicationnelle en suspendant le sens et en suspendant le contenu. Et une fois que j'ai une vision très claire du champ social dans sa pratique, en ayant suspendu le contenu, bah, je rattaque le contenu. Sauf que jusque-là, je n'avais pas vraiment de méthodologie pour attaquer le contenu. J'avais la méthodologie du bon étudiant, hein. Je lisais, je thématisais, je rassemblais mes notes, etc., comme on a tous fait pendant des années, sans outils et sans méthodologie outillée. Et le tournant que je suis aujourd'hui, c'est justement, bah, maintenant que j'ai développé des outils pour analyser la pratique communicationnelle en ligne. J'ai mis à peu près, avec les appels d'offres, tout ça, j'ai perdu. On aurait pu faire ça en 9 mois, mais comme on est dans la bureaucratie de la recherche, j'ai fait ça en 10 ans, parce que j'ai jamais décroché d'ANR ni quoi que ce soit. Donc j'ai fini par trouver des bouts de ficelle grâce à Franck et on a fini par développer des outils qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir cartographier la pratique communicationnelle telle que je le voulais. Et je vais y revenir un peu là-dessus. Donc la vieille bataille dans laquelle je suis enfermé, bah, c'est cette opposition. Je vais faire beaucoup d'opposition et de dichotomie puisque ça m'aide à penser. De là à dire que j'ai une pensée binaire. Euh, quand j'ai réfléchi sur la question qui m'importe maintenant, parce que j'ai pu, il y a quelque temps, lui poser un nom qui m'a réconforté, c'est le nom d'instance. En fait, ce que je cherche, c'est à reconstituer les instances. Et quand dans une société, on essaie de reconstituer les instances qui viennent apporter de l'ordre dans le chaos, eh ben, on a deux oppositions traditionnelles, Durkheim contre Tarde, et non pas Durkheim contre Weber ou Marx contre Weber, mais pour moi, celle qui m'a le plus, qui a créé le plus de tension dans mon esprit, c'est celle qui a opposé Durkheim et Tarde, et l'assassinat de Tarde par Durkheim, qui, en prenant le pouvoir à la Sorbonne, à Paris, il est remonté à Paris, de Bordeaux, il est bordelais, hein, moi je suis de Bordeaux, là, il est bordelais, il prend Paris, il prend les institutions de la sociologie et sa première obsession, c'est de faire disparaître Tarde. Tarde, il est à Dordogne, c'est un petit juge à Sardre, un provincial, un bouseux, et donc il l'élimine assez rapidement. Et on redécouvre Tarde seulement à partir de 2000-2005, justement en sociologie numérique, quand on comprend que les concepts tardiens ont quand même une efficacité assez intéressante. Et moi, j'ai redécouvert Tarde, parce que je suis passé devant la maison en Dordogne, c'est juste à côté de chez moi, et deux, en ayant découvert des gens de la sociologie numérique citant Tarde, le gars que j'avais vu en sculpture juste à côté de chez moi. Donc, c'est un pur hasard. C'est intéressant parce que ben, ça m'a débarrassé de pas mal de choses. Et cette opposition, je l'ai retrouvée quand je me suis attaqué au langage, dans l'opposition entre cette verticalité durkheimienne qu'il y a chez Saussure,
dans l'institution du langage par rapport à la critique de Bakhtin qui lui dit, bah non, la société, ça se construit en permanence, c'est un chaos en permanence. Tu veux pas, il n'y a pas d'instance du langage, il y a une négociation du langage en permanence, et cette négociation est traversée de rapports de classe, de rapports de force. Un Bakhtin, c'est un marxiste pur et dur, et il dit le langage, ça se construit par la lutte en permanence. Les règles, c'est des affrontements, le sens, c'est des affrontements, et c'est des rapports de force qui vont se stabiliser à un moment, et peut-être que tu constates à un moment un rapport de domination, et ce que tu appelles la langue, c'est tout simplement le rapport de domination bourgeois, institutionnalisé dans la République bourgeoise. Bon, ça me marque aussi, parce que j'ai un vieux fond marxiste, voire limite anarchiste. Donc, et puis quand j'attaque Gréma, je retrouve la vieille institution saussurienne, qui est critiquée par Eco immédiatement. Donc, grosse bataille Grémas-Eco, pareil. Hein. Grémas, je vais retrouver l'architecture complète du sens avec les sèmes premiers. On va trouver l'algorithme qui permet de reconstituer tous les sèmes, etc. Bon, à la fin, il abandonne, il dit que non, c'est une absurdité, mais pendant très longtemps, c'est quand même le travail des gens qui font de la sémiologie, hein, c'est de se dire, il y a des sciences premiers, il y a des codes entre ces sciences premiers, et on peut faire un décodage de la sémiologie. Puis Eco, il dit non, 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 non. Ça se fabrique à tous les moments, à toutes les lectures, à tous les instants. C'est une absurdité d'essayer de faire ça. Ça se construit en permanence, ça se négocie, ça s'affronte, ça s'oppose. Et on retrouve un peu Bakhtin dans Eco. Enfin, je dois être le seul à retrouver Bakhtin dans Eco, non? Si les gens qui ont de la culture et qui me font le lien entre Bakhtin et Eco, j'adorerais. Oui, ça va de soi. Ouais, ça va de soi? Oui, Ah, ok. oui, c'est du sémiologie. Ouais, mais si ça a été travaillé par quelqu'un, j'aurais adoré. Ouais, pour moi aussi, ça va de soi, mais j'ai peur de déraper, quoi. Et puis, quand je me suis attaqué aux outils numériques, bah, j'ai retrouvé cette vieille opposition entre le rêve de traitement automatique du langage par les systèmes experts, avec reconstituer le code complet en programmant une somme de règles, et les transformers, justement, les LLM, ce qui vient d'arriver, qui vous dit, mais non, 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 il y a pas de règles, en fait, on va tout prendre, et on va faire comme Bakhtin l'a dit, en fait, les transformers, le chat GPT, c'est bakhtinien. Ça dit, euh, ça dit, je prends le discours, moi, je ne prends pas le langage. Et d'ailleurs, on ne devrait pas les appeler les LLM, on devrait les appeler les LDM. C'est les larges discours modèles. C'est-à-dire que je vais prendre tous les discours énoncés par l'humanité, et moi, j'ai 187 milliards de paramètres que je peux étudier en 96 couches de réductionnisme. Donc, quand tu fais la multiplication, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous inquiétez pas, je vais trouver la totalité des règles vivante dans un discours et non pas dans une langue. Vous voyez, c'est un petit décalage qui est hyper important si on veut comprendre les LDM. Moi, je vais les appeler LDM. Alors ça fait très intello de vouloir placer un nouveau mot. Bon, on a le droit de continuer à les appeler LLM. Et donc, ça fait opposition langage et discours. Et en fait, moi, je suis plutôt du côté de l'énoncé, du discours de Bakhtin, d'Eco, euh, tout en reconnaissant à un moment des situations de domination qui font qu'il y a un moment une institution, il y a des instances, il y a des rapports de force. Les gens ne sont pas égaux quand ils imposent des règles. Et on peut avoir même une centralisation telle. Hein, je me suis fait taper. Moi, je suis étranger, donc j'ai appris le français très tardivement. Et donc, je fais des centaines de fautes d'orthographe. Et mon passage à l'école m'a rappelé qu'il y a des rapports de domination, d'instance, de punition, de sanctions, d'exclusion, et très rapidement. Et que, en effet, ça s'apprend, l'institution. Et ça s'apprend de force et avec violence. Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est naturel et que c'est naturalisé. Et donc, à un moment, je suis en train de retourner dans le signe, m'intéresser au signe, et en sciences cognitives, on aime bien ce petit bébé. Alors, je tiens à préciser que toutes les images que vous voyez ont été créées par Midjourney, hein, avant-hier, tranquillement, pour illustrer mon truc. Donc, tout est faux. Et donc, si je reprends Yamslev, et si je reprends la définition que j'ai réussi à tirer de mes pérégrinations dans la linguistique, pour l'instant, la recherche de l'instant, elle se trouve dans trois endroits. Elle se trouve quand même dans un truc dont on parle quasiment plus tellement on vit dans une société psychotique, le réel, qui est une instance infinie, qui est la fonction infinie, hein, qui est la fonction introuvable, qui est insignifiante. Le réel est insignifiant. Et on a par contre des surfaces qui l'impriment. Et ces surfaces de l'imprime, c'est la base de l'expérience humaine, hein, les perceptions, le sens. Et donc, il faut rappeler que Varela, c'était un biologiste de l'œil. Hein, il est devenu le grand Varela parce qu'il découpait des rétines et qu'il regardait comment la lumière rentrait dans le cerveau humain. Et donc, le référent, à un moment, c'est cette matière que nous avons, c'est ce document naturel qui est fourni à notre cerveau pour qu'on y trouve des formes.
Et le réel, ça existe en fait, hein, mais c'est juste qu'on n'y accède pas et qu'on accède juste à une matière, à un document naturel, oreilles, yeux, sens, perception, peut-être perception extrasensorielle même, pourquoi pas, dans lequel on arrive à un moment faire des codes, enfin décrire des formes. Et quand on décrit ces formes, on suppute des instances. Hein, c'est la fameuse pomme, si je lâche la pomme, elle va tomber. Et on peut même écrire l'équation de la vitesse de sa chute. Donc, je suppose une instance qui apporte une régularité à ce réel. Et c'est ça la science, en fait. La science, c'est essayer de retrouver dans les formes des instances qui imposent des règles et qui imposent de l'ordre. Et heureusement, elle n'y arrive jamais. La science n'arrive jamais à réduire le réel. Et c'est peut-être le leitmotiv. Parce que quand je vais m'intéresser alors au signifié, c'est-à-dire au sujet, comme instance infinie, comme instance inaccessible, eh ben, j'ai ma pensée en action, j'ai mon signifié en action sur lequel j'essaie de retrouver l'instance de mon sujet. Heureusement, je n'y arrive pas, mais je finis par trouver des règles. C'est-à-dire que quand je m'allonge devant ma thérapeute et que je parle, au bout de quelques années de psychanalyse, on finit par comprendre qu'il y a un sujet et que ce sujet, il a des règles, il a des instances, il a des préoccupations, des angoisses et qu'il a des répétitions permanentes dans sa façon de penser, dans sa rapport à l'autorité, etc. Je ne vais pas vous dévoiler toute ma thérapie, mais il y a donc un infini inaccessible, il y a un infini inaccessible, mais on peut bosser. On peut bosser dans la pensée et on peut finir par trouver cette instance régulant des formes que l'on décrit en se prononçant devant son analyste. Hein. On est obligé de prononcer comme ça. C'est ça qui est fantastique. J'avais beaucoup de mal à comprendre ça chez Freud. Et puis après, bah, j'ai compris. Ça veut dire on est obligé de créer de la matière, on est obligé de créer du réel, on est obligé de créer du document. Et devant ce document, on regarde la forme. Et en observant cette forme, eh ben, on trouve l'instance. On finit par trouver les régularités et on finit par trouver l'instance. Instance qui sera jamais réduite et qui nous échappera toujours, fort heureusement, encore une fois. Et puis, on a un acte communicationnel parce qu'à un moment, on prétend, nous, êtres humains, à être capable de cette forme que nous avons, nous, qui s'appelle le signifié, on est capable de l'imposer à la matière et de créer un truc qui est incroyable, qui s'appelle le document. Et ça veut dire qu'on prend une matière quelconque. Moi, j'adore l'image des scouts. Hein. Vous savez, les scouts, ils se baladent dans la forêt et quand il dit que c'est un bon endroit pour se poser, il prend trois pierres et puis il prend trois pierres comme ça, il met une pierre au-dessus. Ça veut dire qu'à côté, il y a une ressource importante pour se balader. Vous savez, c'est un signe de scout. Et tous les scouts les reconnaissent tout de suite. Si vous voulez avoir de l'eau, si vous voulez avoir un abri, si vous voulez avoir quelque chose, ben un scout, il se balade dans la forêt, il va trouver un signe scout. Et ça rentre en n'importe quelle matière, à partir du moment où on met une forme dans cette matière, elle veut dire quelque chose, elle devient un symbole. Donc le signifiant, c'est aussi cette forme. Et donc entre pensée et signifiant, il y a une fonction de conversion où j'essaye, dans la forme que j'ai appréhendée de ma pensée, essayer de créer une forme dans la matière qui aiderait quelqu'un dans son interprétation à retrouver une forme qui est proche de la mienne. On sait évidemment par l'interprétation que la forme qu'il va créer, que je vais essayer d'induire moi par la matière que j'ai créée, n'a strictement rien à voir avec la mienne. Quand vous avez parlé tous, je vous ai écouté. Deux tiers du temps, je n'ai pas pipé mot, je n'ai pas compris mot. Mais il y a des choses qui se sont arrivées dans ma tête et c'est pour ça que je viens. Fort heureusement, ce que vous avez dans la tête, j'en ai aucune idée. Et ce que vous avez essayé de communiquer, c'était incommunicable. Donc c'est un peu désespérant. Non, mais à force de travailler ensemble, c'est parce qu'on s'est écouté beaucoup, parce qu'on s'est lu beaucoup, parce qu'on a cadré la contextualisation, parce qu'on est proche de nos disciplines sont proches. Mais quand Franck part dans l'herméneutique ou Vincent, je dois avouer que la contextualisation philosophique, je ne l'ai pas. Et donc, il y a deux tiers du sens que je vais jeter, enfin, que je n'essaie même pas d'interpréter. Bon. Et puis, donc, dans ces formes, dans ces mises en forme, dans cette information, je me suis intéressé donc à cette fonction de mise en forme. Et comble de l'horreur, je suis un ultra-réductionniste, donc j'ai cherché les fonctions élémentaires de la signifiance. Et elles sont chez Saussure depuis le début. Hein. Je pense que c'est même les parties les plus universelles de son texte et en même temps celles auxquelles parfois on ne fait pas très attention. Pour Saussure, il n'y a que deux fonctions. Il y a la fonction associative et la fonction paradigmatique. C'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi tout peut être un signe? Parce qu'il il suffit d'avoir une association vers.
hein, une association vert. À partir du moment où on a une association vert, on a un sens. Oula. Et cette association vert, elle peut devenir un paradigme. Et donc, en mathématiques, parce que c'est du formalisme, en mathématiques, je vous ai dessiné un paradigme. Hein, c'est que on a une ligne d'association. La première ligne, c'est un signe. Alors on pourrait gloser là-dessus. Et puis, quand plusieurs signes émergent, on commence à trouver des traits distinctifs communs. Et ces traits distinctifs communs peuvent être résumés en un nouveau signe, peuvent être transportés en un nouveau signe. Et là, on fait un mouvement paradigmatique. Donc, avec fonction associative, fonction paradigmatique, en fait, on produit tout le sens. C'est ça la complexité, ça veut dire avec deux fonctions très élémentaires, voire même avec un signe binaire et deux fonctions élémentaires, on a quasiment tout ce qui s'est produit en sens. Puis arrive un quatrième temps, ben, les appareils, on en parlait à l'instant au niveau de la photographie, hein, les appareils automatiques de production de documents. Hein, il y a un moment, dans l'humanité, nous arrive un truc, ça s'appelle la Révolution française et la Révolution industrielle, et on décide de créer des appareils automatiques de production de documents. Hein, là, on a l'héliographe, une des toutes premières photos, 1827. C'est important, hein, parce que, comment il s'appelle, Destutt de Strassy vient de mourir et Saint-Simon va arriver. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette photo est entre ces deux moments. Et on a la première brûlure du soleil sur une plaque. En fait, ça existe depuis très très longtemps, mais ça, c'est le premier document industriel. Et en fait, l'agencement, l'être humain moderne, il est très vite associé à des interprètes machiniques. Des interprètes machiniques. Pour moi, ça, c'est un interprète. Hein, si on met un trou qui permet de percevoir le réel et qui produit un document en percevant le réel, en le déformant le réel, c'est la première phase de l'interprétation. Et on le sait, hein, ce document est une interprétation de la réalité. C'est un document de la réalité. Et moi, bah, mon boulot, ça a été ça pendant une dizaine d'années. Hein, c'est la cartographie de controverses numériques automatisée. Ça veut dire l'idée de créer une machine interprétante qui vise à absorber des pages web, des citations dans ces pages web. Alors, il y a eu tout un travail qui a été fait pour comprendre. J'essaie de percevoir la citation dans un contenu texte pour que ce soit un vrai geste de citation de l'auteur du texte et non pas une citation. J'ai eu une grosse discussion avec le Media Lab et avec leur outil Hive avec lequel je n'étais pas d'accord. Et je pense que tout ce qui a été fait de cartographie, bon, je ne vais pas le dire méchamment, mais bon, il y a, il y a, comme la photo de Kate Middleton, il y a erreur sur le document. Voilà, il y a erreur sur le document et le passage entre une interprétation et le document. Et donc, moi, j'ai beaucoup bossé pour pas avoir l'erreur de ce document. Alors, évidemment, ça sera critiquable. Quelqu'un me dira qu'il y a erreur sur le document aussi, tant mieux. Mais voilà, j'ai fini ce boulot. Maintenant, on a des outils. On les a développés sur E3D. On a un outil qui s'appelle MyWeb Intelligence et qui permet d'absorber automatiquement une controverse et de cartographier les citations explicites de ces controverses. Et donc, ça constitue des archives, ça constitue des corpus. Et depuis le début, ça veut dire depuis 2014, c'était il y a 10 ans quand même, que de temps perdu dans la bureaucratie. Depuis 2014, l'idée, c'est que ces corpus, un jour, seront interprétés par des machines algorithmiques. Et quand va advenir l'IA, je le sais depuis 2014, j'en suis sûr, parce qu'il y a beaucoup d'écrits là-dessus, parce qu'il y a les réseaux de neurones qui apparaissent en 2008-2009, et je sais que quelque chose va arriver, et donc je veux un outil avec plein de corpus, parce que j'attends cet outil, et cet outil est arrivé l'année dernière. Voilà, donc pour moi, c'est un moment très, très intense. Ça, c'est un autre outil où j'utilise, grâce à Google Scholar, j'utilise des citations de corpus scientifiques. Là, j'absorbe les corpus scientifiques et je regarde. Google Scholar, lui, a un appareil pour regarder les citations. Hein, il prend les bibliographies, il retrouve les bibliographies. Donc, par Google Scholar, j'arrive à faire des empreintes d'auteurs. À droite, vous avez l'empreinte de Stigler avec tout le corpus de Google Scholar qu'on sait être assez extensif. Il n'est pas illimité, mais je pense que c'est un très bel échantillon de la pensée scientifique. Et donc là, vous avez Stigler à gauche et à droite, à gauche, vous avez Scarpit. Alors c'est très rigolo, hein. Vous voyez, Scarpit, il y a 5 moments importants, l'humour, l'infocom et la sociologie de la littérature, alors que Stigler, c'est l'intellectuel total. C'est-à-dire que là, vous avez à peu près une cinquantaine de communautés qui se réfèrent à Stigler.
et ça va dans tous les sens. Ça va de l'ingénieur à la science politique, à l'infocom, c'est un truc de fou. Et il y a 12 000 documents qui citent les œuvres de Stigler. Il y a 550 œuvres de Stigler et il y a 12 000 documents qui citent Stigler. Donc là, on est dans une. Et puis Stigler, c'est un contemporain, donc il a une capacité de productrice qui est assez fascinante. Voilà, ça, c'est ce que je faisais jusque-là. Et donc maintenant, bah, bienvenue au réseau de neurones. Je vais pouvoir m'atteler au réseau de neurones. Ouh là 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 là. Je vais aller très vite, 5 minutes. Bienvenue au réseau de neurones. Donc, j'ai commencé par discuter l'algorithmie en tant que linguiste. Et donc, je suis parti de mes fonctions qui étaient à la fois l'association et le paradigme, et en bossant sur le machine learning, en décortiquant le machine learning, là aussi, tu perds 2, 3 ans pour comprendre. Je finis par comprendre le machine learning et je comprends que c'est juste des fonctions associatives et paradigmatiques. Ça veut dire, bah, les fonctions paradigmatiques, c'est le machine learning unsupervised, hein. Vous prenez des traits et au bout d'un trait, vous voyez les récurrences de ces traits. Vous avez plein de méthodes pour voir les récurrences de ces traits et vous dites, tiens, il y a des récurrences de traits, donc je rassemble plusieurs signes sous un label A. Bah, ça, c'est l'acte paradigmatique par excellence, hein. Tu ne fais rien d'autre qu'un paradigme, une catégorisation. Voilà, tu fais une catégorisation. Et donc, évidemment, les ingénieurs redoublent d'intelligence pour nous trouver des trucs, parce que à chaque fois qu'ils trouvent un algorithme, bah, il y a des biais, il y a des erreurs, l'autre avance, et ça continue encore en ce moment. Mais ce qui est fascinant, c'est que depuis 10 ans, il y a une accélération des propositions algorithmiques qui est incroyable, et c'est fascinant à suivre. Et de l'autre côté, bah, tu as, la bonne vieille régression qui va devenir les random tree forest, etc., tous les machine learning supervisés. C'est en gros, bah, tu as un ensemble de signes, ils ont des règles associatives entre elles, et tu me prends n'importe quel de ces traits, je vais écrire l'équation qui va permettre de le retrouver au regard de son contexte. Et donc ça, c'est la contextualisation d'un signe au regard de son environnement. Et ça, c'est toute la partie machine learning supervisée. Et c'est quand même la fonction signifiante par définition. Donc, je finis par croire que l'informatique, en fait, c'est de la linguistique. C'est tout simplement de la linguistique, puisqu'elle part par elle s'appuie, toute la révolution de l'intelligence artificielle s'appuie sur les deux fonctions que j'ai trouvées chez Saussure. Donc, il y a pas, je ne vois pas la distinction. J'ai beaucoup de mal à voir la distinction. Donc je me dis, il y a une communication. Du coup, on monte avec Aurélie, Franck, Vincent, un nouveau projet qui va s'appeler Anoconum, qui dit, bah, la linguiste, je pense que vous pouvez parler avec les gens qui font de l'informatique. Et nous, en Infocom, on a besoin de vous faire vous rencontrer, parce que je pense qu'on va trouver en fait pas mal de points communs. Et par contre, bah, il y a toute la culture linguistique, toute la culture de la sociologie de la communication et toute la culture de l'informatique peuvent débattre. Et donc, on espère monter un groupe de recherche assez ouvert dans lequel je lance une invitation officielle, dans lequel on va essayer de trouver des échanges véritablement interdisciplinaires, mais quand, et puis indisciplinaires aussi. Le moment Frankenstein, je pense à Sphèse. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu GPT, j'ai pensé à Sphèse. L'horreur qu'aurait pu. Il est encore vivant, Lucien Sphèse? Il est encore vivant, Lucien Smith? Non, il nous a quittés. Donc, le moment Frankenstein, ChatGPT. Alors, moi, Chat, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que c'est un vrai débat. Ça a été le débat beaucoup ces 2 jours. C'est quoi cette instance qui s'adresse à moi et qui répond à moi? Je dis ça ne m'intéresse pas beaucoup. Si, parce que j'ai développé. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai plus assez de minutes. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Donc, 2 propositions d'abord. Ne dites pas LLM, dites LDM. Et donc, c'est quoi la conséquence de ça? C'est-à-dire que le modèle qui a derrière GPT ou qui a derrière BART, il faut rappeler BERT. Et il faut rappeler que les Français, on a fait Camembert. Euh, c'est un modèle de discours. Donc, si on dit que c'est un modèle d'énoncé, ça veut dire que les règles qui ont été trouvées là-dedans, ce n'est pas que des règles de langage, c'est des règles de situation énonciative, c'est des règles de société, c'est des règles historiques, de détection de moments historiques, voire c'est des règles de perception du réel par l'être humain. Donc, ça va bien plus loin qu'un modèle de langage. Et moi, ça m'ouvre la perspective d'attaquer ces LLM pour découvrir les régularités que ces 185, 15 milliards de paramètres multipliés par 92 couches ont trouvé
ce modèle, eh ben, il est dépendant dans son apprentissage, déjà par son architecture neuronale, il va falloir interroger ces architectures neuronales avec les informaticiens, parce que tout ça, on ne va pas y arriver. Oups! Je vais trouver. Je sais pas. Donc, il va falloir interroger. Je suis perdu, je ne connais pas mon PowerPoint par cœur, désolé. Évidemment, c'est super. Ah, voilà. Il va falloir interroger l'architecture neuronale, il va falloir interroger l'expérience du corpus, c'est-à-dire parler du corpus, parce qu'il va exister beaucoup de modèles de langage qui vont maintenant se spécialiser selon leur corpus. Et donc, il va falloir interroger, critiquer le corpus qui est à l'origine de tel ou tel modèle de langage, de tel ou tel agent. Il va falloir questionner le mode d'apprentissage, parce qu'à un moment, on nous livre un modèle de langage qui est une photographie filée, hein, qui est pas un modèle vivant. Il n'est pas en continuel. Vous savez que quand vous discutez avec ChatGPT, quand il récupère, il ne peut rien faire de votre corpus, il le met de côté. Et à un moment, OpenAI va s'arrêter et va récupérer tout le corpus que vous lui avez donné et va refaire mouliner, enfin, il va éteindre une ville entière en quelques heures pour pouvoir remouliner la nouvelle version de son corpus. Donc, il a des sauts d'apprentissage comme ça, il a des sauts d'apprentissage tous les 3 mois. Et, euh, et la question, c'est aussi de la dépendance de l'interaction entre vous et lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre interaction, elle est à quelques mots, quelques minutes, quelques secondes, ce qui fait que vous imaginez qu'à chaque fois que vous ouvrez ChatGPT, vous êtes complètement oublié. Donc, on va pas très loin. Et puis après, l'interaction au prompt. On a beaucoup de mal encore à comprendre ce que c'est qu'un prompt, mais j'aurais pas le temps de vous expliquer. Donc, je dis le futur est déjà là. Moi ce qui va m'intéresser, ben, on est au tout début. Hein, quand on écoute Yann LeCun, on comprend que Yann LeCun, on comprend qu'on est au tout début. Hein, les modèles hiérarchiques vont arriver, les LDM spécialisés vont arriver, voire même nous allons-nous dans nos laboratoires, même les sciences sociales, constituer des LDM pour nous sur nos corpus. C'est faisable, c'est facile, c'est franchement très facile à faire. C'est très faisable. Euh, Deuxième élément, je ne vois plus rien. Question de l'éducation. Les RAG, ah oui, ça c'est fascinant aussi. Les RAG, en gros, c'est apprendre à prompter. C'est-à-dire que quand vous posez une question à un modèle de langage, en fait, il vaudrait mieux contextualiser votre question. Et il y a un moyen d'aller chercher le corpus qui va permettre de créer votre question et de lui proposer en même temps votre question. Et donc, il va mieux saisir le contexte de votre question, ce qui va lui-même permettre d'aller mieux chercher le contexte de la réponse. Et donc, ça, c'est fascinant comme expérimentation. Et puis, je vais m'arrêter là. J'avais plein. Va revenir. Ouais. Ce que j'ai envie de faire tout de suite, ou je peux dire quelque chose? Non, c'est bon, j'ai jusqu'à 17h45. Donc, je vais aller très vite aussi, et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que je te rejoins sur ce que tu as dit, mais pas par sociaux. Déjà, sur l'histoire de modèle de langage, je pense que il faut aussi de voir comment ces réseaux de neurones adressent la complexité. Et par exemple, si on repart par exemple des articles, par exemple de Selman de Architecture of Complexity, qui montrent qu'en fait, il arrive à faire ça. Et en plus, ce que tu dis, et je trouve que c'est vraiment pertinent de passer par Socio, je n'avais pas pensé, parce que tu as tous des débats entre des linguistes. Tu as des linguistes, je sais pas si c'est des énormes débats, mais j'avais suivi ça en disant, finalement, les LLM remettent en cause un peu les modèles de Chomsky, etc. Et il y a toute une littérature aussi intéressante là-dessus. Et je te rejoins aussi sur, tu sais, le discours, etc. Et enfin, ce que tu dis aussi sur le Quin, je pense qu'il y a je pense, bon après, il y a toujours un côté marketing avec le Quin, voilà, mais parce qu'il y a toujours le côté, parce qu'on parle que les réseaux de neurones, etc., ne pas le sens commun, représentation du monde, etc.
il y a toutes les machines un peu auto-supervisées aussi qui viennent et qui pourraient être PLTLM pour avoir ce sens commun. Ah bah, je serais ravi d'en discuter. Est-ce qu'on peut dire que en fait, ça va permettre de faire du pattern recognition dans des corpus de savoir Ah oui, oui, et que ce pattern recognition va permettre de justement interpréter en justement faisant abstraction du langage des formes qui sont indépendantes du langage. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La grosse complexité aujourd'hui, c'est, bon, je ne suis pas vraiment informaticien, mais c'est la boîte noire, c'est l'idée que dans ce LLM, tout a été absorbé et aplati. C'est-à-dire qu'il a pris un énoncé et il l'a transformé en 195 milliards de paramètres, et puis il a mouliné, il a trouvé des régularités, il a fait des modèles. Et nous, on va se retrouver à se dire, ben non, moi, ce qui m'intéresse, c'est tel type de régularité ou tel type de régularité. Non, j'aimerais bien être dans l'énoncé, tu ne sais pas ça, et il va te dire, je ne peux pas le faire. Moi, j'ai tout pris et j'ai dit, voilà, il y a une régularité. Donc voilà, ça qui va m'intéresser moi à un moment, bah, c'est de lui dire, bah, grâce au compte, on va lui dire, écoute, moi, le contexte qui m'intéresse, c'est que tu utilises la régularité que tu as trouvée et tu me dis si dans cet énoncé, par exemple, tu trouves bien cette régularité. Réduction de dimensionnalité. Voilà, réduction de dimensionnalité. Et donc, et ça, en termes d'expérience d'analyse du discours, quand tu sais que dans sa boîte, il y a 195 milliards de paramètres sur 72 couches et qu'il a trouvé des régularités, bah, je ne sais pas, c'est virtuel. La régularité, c'est de casser un peu. Ouais, Voilà. Donc, on a un outil qui permet d'appréhender justement à un moment ben, un état de la production complexe des énoncés humains. Il en a la photographie, il en a fait le modèle, il incarne cette instance et on peut la dérouler. Et d'ailleurs, c'est sur ça que je suis Oui, parce que lui, il avait de faire. Voilà, mais justement, l'institution, c'est d'avoir l'équipe des productions. Après, la boîte et donc moi, maintenant, il nous reste 10-15 ans à explorer, à prendre des petites lampes et rentrer dans la boîte noire et dire bah, qu'est-ce que tu nous dis? Est-ce que tu nous escroques pas? Parce que moi, je suis un paranoïaque. Est-ce que c'est pas de l'escroquerie? Revérifier tout, réétudier tout. Moi, j'ai fait un exemple, je vais m'arrêter juste avec ça. J'ai encore plus de 65 000 documents sur les gilets jaunes. J'en ai pris 1200. Je les ai classés sur une échelle politique d'extrême droite, d'extrême gauche, avec neutre et inclassable. Bon, je prends 1200 documents et j'ai très peu de choses. J'ai le titre du domaine, j'ai une description, j'ai le titre de l'article. Moi, avec ça, ça fait 25 ans que je fais du corpus, hein, je sais ce que c'est que le Figaro, je sais ce que c'est. Très vite, je peux mettre droite, extrême droite, tiens, valeur actuelle, malin, là, ça va très vite. Parce que moi, j'ai un contexte, j'ai un modèle. Et ce modèle me donne quelques signes, et ils sont suffisants, ces signes. Vous savez, c'est 3-4 variables dans une équation suffit à déterminer, et donc extrême droite, droite, neutre, je sais pas, extrême droite, neutre. Bon, j'en fais 1200. Très vite, hein, en 3 lignes de code, j'utilise GPT-4, il trouve 80% de ce que j'ai trouvé. Donc déjà, j'en ai froid dans le dos. Avec les mêmes indices, il a la même capacité contextuelle que moi, ça fait 20 ans que je pose dans le domaine. 80%, donc en termes de performance, c'est déjà fascinant, parce que s'il va me faire les 69 000 documents, il va me faire gagner du temps. Et ça a des conséquences dans la recherche, hein, ça, en tant qu'actuellement instrumental. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les 19% sur lesquels on n'était pas d'accord, il y a 9%, je me suis plié à sa volonté. Je suis retourné dans le document. Et quand il me dit ça, moi j'avais lu ça de droite, et il me dit c'est quoi non, en fait, j'ai dû me plier à lui parce que qu'est-ce que j'avais qualifié de droite? En fait, en cherchant bien, par exemple, Le Monde, j'avais qualifié de droite. Et il me dit, bon, les articles que tu me donnes, il n'y a aucune trace de droite. Et en fait, personnellement, j'ai eu un rapport au monde très conflictuel à un moment sur certains sujets. Et je le déteste à cause de certaines couvertures de sujets, notamment pour la guerre du Golfe, etc., etc. Et je l'ai classé à droite. Et en fait, c'est un ressentiment. J'ai un ressentiment envers le monde. Et lui, il me dit, tu vois le corpus que tu me donnes, il n'y a pas une trace
Il n'y a pas une trace qui manifeste dans les textes qui m'a donné un indicateur suffisamment pertinent pour classer à droite. Et quand j'ai relu les j'ai dû m'avouer que je n'ai moi-même pas d'indicateur qui pourrait objectivement me le mettre de droite. Et dans les articles que je vais donner. C'est par rapport à ce que tu dis, je pense que sur la vérité, de savoir si Marnac ou pas, je pense qu'il ne faut pas le traiter plus, avoir cette vision de vérité-émotion. Mais moi, en relisant Foucault, je pense que il faut le considérer comme un fou, comme on considère les femmes. Voilà, c'est ça. Une instance, ouais. Ouais. Une instance avec laquelle je me confronte. C'est ça. Et Et il est qui m'a capable de vérité.